Ma mère a pris le micro à mon mariage pour me traiter de menteuse. Elle ignorait que mon mari avait connecté son téléphone, la preuve projetée a fait fuir 6 invités en larmes et l'a réduite au silence. On s'attend à ce qu'un mariage soit un sanctuaire de bénédiction, mais ma mère a traité le mien comme une exécution publique devant 200 invités. Elle a saisi le microphone comme une arme, et en 30 secondes, elle m'a estampillé sensu à pièces pendant que la salle restait dans un silence figé. Elle ignorait que mon époux avait l'option nucléaire dans sa poche. Lorsque l'écran de son téléphone a illuminé la pièce, 6 personnes se sont enfuies en pleurant, voyant enfin le monstre qu'elle était réellement. Je m'appelle Léa Dubois, et pendant 32 ans, je me suis entraîné à exister en arrière-plan. Je ne suis pas la fille qui réclame les feux de la rampe, et je ne suis certainement pas la femme qui rêve d'un mariage de conte de fées où l'univers tourne autour d'elle pendant 24 heures. Je suis pragmatique. Je suis une survivante. Je paie mes factures à temps. Je garde la tête baissée et je résous les problèmes avant qu'ils ne deviennent des catastrophes. Mais debout là, dans ma robe blanche, entouré de 200 convives dans une salle de réception qui sentait le lys coûteux et le bœuf rôti, j'ai commis l'erreur fatale de baisser ma garde. Je pensais vraiment avoir franchi la ligne d'arrivée. La réception battait son plein. Le cliquetis des couverts contre la porcelaine s'était installé dans un rythme confortable, et le faible bourdonnement des conversations semblait chaleureux et sûr. J'ai regardé mon mari, Marc Fournier. Il avait 35 ans, beau de cette manière calme et stable qui n'a pas besoin de crier pour attirer l'attention. Il desserrait sa cravate d'une fraction, souriant à quelque chose que son meilleur ami lui chuchotait. Pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti une profonde sensation de paix. La guerre était finie. J'avais échappé à la maison où j'avais grandi. J'avais bâti une carrière et j'avais trouvé un homme qui aimait la vraie version de moi, pas la caricature déformée que ma mère peignait depuis des décennies. Puis le DJ a baissé la musique. J'ai senti la température de la salle chuter avant même de l'avoir vue. Ma mère, Monique Bernard, se tenait près de la table d'honneur. Elle portait une robe juste un peu trop proche du blanc, chatoyant sous les lustres en cristal, elle tenait le microphone avec une poigne qui blanchissait ses jointures, mais son visage était composé d'un masque de bravoure tragique. « Je voulais juste dire quelques mots pour ma fille », a-t-elle dit. Sa voix tremblait à la perfection. C'était un ton que je connaissais mieux que mon propre battement de cœur. C'était le ton qu'elle utilisait juste avant de détruire quelque chose que j'aimais. Marc a tendu la main sous la table, son pouce caressant mon poignet. Il savait. Il savait tout sur elle. Ou du moins, il en savait assez pour la détester. Mais même Marc n'aurait pas pu prédire ce qu'elle était sur le point de faire. Monique a souri, mais cela n'atteignait pas ses yeux. Elle a regardé la foule, mes amis, mes collègues et la famille déconcertée de Marc. Tout le monde vous dit qu'un mariage est un commencement, a dit Monique, sa voix se renforçant. Mais en tant que mère, je me dois d'un devoir moral de dire la vérité, même si ça fait mal, surtout si ça fait mal. La salle est devenue d'un silence de mort. Un serveur s'est arrêté à mi-chemin du service du vin. J'aime Léa, a poursuivi Monique, marchant légèrement comme un avocat dans un prétoire. Je l'aime assez pour l'empêcher de faire une erreur basée sur des mensonges. Vous voyez, Marc est un homme bon, un homme qui réussit, et je ne peux pas rester assise ici et le regarder se faire piéger par une femme qui a passé toute sa vie à tromper les gens qui lui sont les plus proches. Mon souffle s'est coupé dans ma gorge. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup dans le plexus solaire. Je voulais me lever, crier, la plaquer, mais mon corps était figé sur ma chaise. C'était la vieille paralysie, le conditionnement d'une enfance passée à apprendre que riposter ne faisait qu'aggraver la punition. Monique s'est tournée pour regarder directement Marc, son expression passant à une pitié condescendante. Elle n'est pas celle que vous croyez. Marc, a-t-elle dit, sa voix tombant à un murmure complice que le microphone amplifiait dans tous les coins de la salle. Elle a des dettes cachées. Elle a un historique d'instabilité que nous avons essayé si fort de gérer en famille. Elle vous a piégé parce qu'elle a besoin de quelqu'un pour payer le désordre qu'elle a fait de sa vie. Je fais ceci parce que je vous respecte trop pour vous laisser signer votre vie à une fraudeuse. Il y eut des halètements audibles réels. J'ai vu mon patron échanger un regard avec sa femme. J'ai vu la mère de Marc se porter la main à la bouche. L'humiliation était une chose physique, une vague de chaleur qui est partie de ma poitrine et a brûlé jusqu'à ma racine des cheveux. Elle était en train de me déshabiller devant tous ceux que je connaissais. Elle réécrivait mon histoire en temps réel, faisant de moi la méchante de ma propre histoire d'amour.
J'ai regardé Monique, la suppliant silencieusement de s'arrêter, mais elle ne me regardait pas. Elle rayonnait. C'était son moment. C'était la destruction de Léa Dubois, une exécution publique déguisée en inquiétude maternelle. Puis la chaise à côté de moi a raclé le sol. Marc s'est levé. Il n'avait pas l'air en colère. C'était ce qui m'effrayait le plus dans cette fraction de seconde. S'il avait été rouge et criard, j'aurais compris. Mais Marc était terrifiant de calme. Il a ajusté sa veste. Il a regardé ma mère avec la même expression que l'on pourrait utiliser pour regarder un insecte venimeux fascinant. Il s'est dirigé vers la scène. Monique a vacillé une seconde, surprise par son mouvement, mais elle a tenu sa position, serrant le microphone comme un bouclier. « Assieds-toi, Marc », a-t-elle sifflé, éloignant le micro pour qu'il soit le seul à entendre. « J'essaie de te sauver. » Marc l'a ignoré. Il n'a pas essayé de lui arracher le microphone. Il n'a pas engagé de tirage de corde. Au lieu de cela, il est passé devant elle jusqu'à la station audiovisuelle où le DJ se tenait, paralysé par la maladresse. Marc a sorti son téléphone de sa poche. C'était un appareil noir et élégant qu'il traitait avec la révérence d'un artefact religieux. Il l'a branché sur le câble HDMI principal qui contrôlait l'immense écran de projection derrière la table d'honneur. La salle était si silencieuse qu'on entendait le bourdonnement de la climatisation. 200 paires d'yeux étaient fixés sur lui. Marc s'est tourné vers la foule. Il n'a pas regardé Léa. Il a regardé droit sur Monique. « Vous avez raison, Monique », a dit Marc. Sa voix n'était pas amplifiée, mais dans le silence, elle portait clairement. Les secrets sont toxiques, et je pense que tout le monde ici mérite de voir le tableau complet. Il a tapoté l'écran de son téléphone. L'immense écran de projection derrière nous, qui faisait défiler des photos innocentes de notre vie de couple, est devenu noir une seconde. Puis il a illuminé la pièce d'une lumière blanche et crue. Monique s'est retournée. J'ai vu la couleur quitter son visage si vite qu'on aurait dit que le sang s'était simplement évaporé. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. L'image sur l'écran n'était pas une photo. C'était un document, et à côté, il y avait un horodatage. J'ai regardé les genoux de ma mère pliés. Elle s'est penchée pour saisir le bord de la table, ses ongles grattant la nappe, mais pour comprendre pourquoi cette image lui donnait l'air d'avoir vu un fantôme, et pour expliquer pourquoi 6 personnes se lèveraient et quitteraient cette salle en pleurant dans les 5 minutes suivantes. Je dois vous ramener en arrière. Je dois vous parler du jour où j'ai commencé à soupçonner que ma mère n'était pas seulement difficile, mais qu'elle était une criminelle. Pour comprendre l'explosion à mon mariage, vous devez comprendre le silence qui l'a précédé. Pendant la majeure partie de ma vie, j'ai vécu dans une réalité que ma mère, Monique, construisait brique par brique. Le mortier qui maintenait le tout était une seule phrase dévastatrice qu'elle répétait jusqu'à ce qu'elle devienne la bande-son de mon existence: « Tu es trop sensible, Léa. Tu exagères toujours. » En grandissant, je n'étais jamais juste une enfant qui perdait un jouet ou se écorchait un genou. J'étais celle qui faisait du drame. J'étais celle qui était difficile. Si je pleurais parce que mes sentiments étaient blessés, Monique soupirait avec l'épuisement d'une sainte accablée par une pécheresse et disait à quiconque pouvait entendre qu'elle traversait une phase. Elle était la mère patiente et longtemps souffrante, polissant son auréole dans l'allée de l'épicerie pendant que j'étais là, le visage rouge et confuse, me demandant pourquoi ma tristesse était traitée comme une performance. La déconnexion entre qui était ma mère en public et qui elle était dans notre cuisine était si nette qu'elle pouvait couper le verre. Pour les voisins, le groupe de l'église et l'association des parents d'élèves, Monique était une force de la nature bienveillante. Elle cuisinait des gratins pour les amis malades. Elle se souvenait des anniversaires. Elle était la femme que tout le monde appelait quand elle avait besoin de conseils. Mais au moment où la porte d'entrée se refermait et que le verrou coulissait, la chaleur s'évaporait. Ses yeux, si plissés de rire à l'extérieur, se aplatissaient en disques durs et assaissants. Elle critiquait ma posture, mes notes, ou mes amis avec une précision chirurgicale qui ne laissait pas de bleu, mais brisait complètement ma confiance. Elle avait besoin d'un contraste pour que son récit fonctionne. Alors, elle en a créé un. Mes cousines étaient toujours les talons or. Elles étaient décrites comme reconnaissantes et bien élevées. Elles ne posaient pas de questions. Elles ne répondaient pas. Si je demandais pourquoi je ne pouvais pas partir en voyage scolaire alors qu'il y avait clairement de l'argent pour ces nouveaux rideaux, j'étais qualifié d'ingrate. On me comparait à ma cousine Sophie,
qui apparemment ne demandait jamais rien et était heureuse avec les quelques restes d'affection qu'elle recevait. J'ai vite appris qu'être sage, c'était être silencieuse. Être aimée, c'était être commode. Cette dynamique s'est répercutée sur l'argent, qui était toujours une chose brumeuse et informe dans notre maison. C'était un brouillard dans lequel il ne m'était pas permis de marcher. Je me souviens vivement de mon 10e anniversaire. Ma grand-mère avait envoyé une carte avec un billet de 50 € à l'intérieur. Pour une enfant de 10 ans, 50 €, c'était une fortune, un ticket pour la liberté sous forme de bande dessinée et de bonbons. Je l'ai montré à Monique, rayonnante. Elle a souri, a pris le billet de ma main et l'a glissé dans sa poche. « Je vais le mettre sur ton compte d'épargne », a-t-elle dit. « C'est pour tes études. Tu me remercieras plus tard. » Quand je lui en ai parlé une semaine plus tard, elle m'a regardé avec une confusion sincère. « Quoi ? 50 €? Tu dois imaginer des choses, Léa. Grand-mère a envoyé un chèque et je l'ai déjà déposé. Arrête d'inventer des histoires. » J'ai ressenti un œuf froid dans mon estomac. Je savais avoir tenu le billet de papier froissé. Je savais avoir vu le visage d'Ulysse Grant. Mais la conviction dans sa voix était si absolue que j'ai commencé à réécrire ma propre mémoire. Peut-être que j'avais tort. Peut-être que j'en avais rêvé. C'était son plus grand tour. Elle ne volait pas seulement mon argent. Elle volait ma confiance en mon propre esprit. En grandissant, les enjeux sont devenus plus élevés. À 16 ans, j'ai passé un été étouffant à travailler dans un glacier local. Mes bras étaient constamment collants de sirop et mes pieds me faisaient mal après 8 heures de travail. J'étais fier de cet argent. J'avais des projets pour lui. Mais comme j'étais mineur, mon compte bancaire était une garde partagée, chaque fois que j'allais vérifier mon solde, les chiffres ne correspondaient pas. 20 € par-ci, 40 € par-là. Des montants assez petits pour que vous pensiez avoir mal calculé, mais assez constants pour vous vider lentement. Quand j'ai finalement trouvé le courage d'en parler, la cuisine est devenue un théâtre. Monique n'est pas devenue fâchée. Ce aurait été trop facile. Au lieu de cela, elle s'est effondrée. Elle s'est assise à la table de la cuisine, la tête dans les mains, et a pleuré. Après tout ce que je fais pour toi, sanglota-t-elle, ses épaules tremblantes. Je me tue au travail. Je gère toutes les factures, le prêt immobilier, les courses, et c'est ainsi que tu me remercies ? M'accuser de vol. J'ai déplacé de l'argent pour couvrir ton assurance. Léa, as-tu idée de combien tu coûtes ? La culpabilité fut immédiate et écrasante. J'étais un monstre. Voici ma mère se sacrifiant pour moi. Et moi, je comptais les centimes comme un avare. J'ai présenté mes excuses avec profusion. Je l'ai serrée dans mes bras. J'ai promis de ne plus jamais en parler. Et à cet instant, elle a gagné. Elle m'avait entraîné parfaitement. Poser des questions causait de la douleur, alors j'ai arrêté de poser. J'ai cédé mon autonomie en échange de la paix. J'ai traîné cette impuissance apprise dans ma vingtaine. Je supposais que j'étais nul en argent parce que Monique me le disait. Je supposais que j'étais désorganisé parce que Monique disait que j'étais chaotique. Je la laissais gérer les papiers parce que je croyais être trop incompétente pour comprendre les petits caractères. Mais la fissure dans l'armure est apparue il y a 3 ans. Un mardi après-midi humide, j'étais retourné dans ma maison d'enfance pour récupérer de vieux manteaux d'hiver oubliés dans le grenier. Monique était sortie déjeuner, tenant le haut du pavé avec ses admirateurs. J'étais seul dans la maison, une rareté. Sur le comptoir de la cuisine, sous une pile de catalogues et de dépliants, il y avait une enveloppe. Elle avait déjà été ouverte. Elle provenait d'une société de cartes de crédit que je ne reconnaissais pas. Le logo était inconnu, bleu vif et agressif. Mais à travers la fenêtre en plastique de l'enveloppe, j'ai vu mon nom, Léa Dubois. J'ai froncé les sourcils. Je n'avais pas de carte de crédit chez cette banque. J'utilisais à peine des cartes de crédit. Terrifié par la dette parce que Monique m'avait toujours dit que la dette détruit les familles, j'ai sorti la lettre. C'était un relevé. Le solde était de près de 4 000 €. Mon cœur martelait contre mes côtes. J'ai ressenti une vague de nausée. J'avais dû être piraté. Quelqu'un avait dû voler mon identité. Mon premier réflexe a été d'appeler Monique. Elle saurait quoi faire.
Elle arrangerait ça. Mais ensuite, mes yeux ont dérivé vers le champ d'adresse sur le relevé. Ce n'était pas l'adresse de mon appartement. C'était cette maison. La maison de ma mère. Pendant un instant, le monde a basculé sur son axe. Pourquoi un voleur utiliserait-il l'adresse de ma mère? Cela n'avait aucun sens. À moins que le voleur ait une clé. À moins que le voleur vive ici. J'ai entendu la porte du garage gronder. La panique, vive et électrique, m'a traversé. J'ai repoussé la lettre dans l'enveloppe et je l'ai enfouie profondément dans la pile de courrier, exactement là où je l'avais trouvée. Quand Monique est entrée dans la cuisine 5 minutes plus tard, portant des sacs d'épicerie et fredonnant une mélodie joyeuse, j'étais debout près de l'évier, buvant un verre d'eau. Mes mains tremblaient si fort que j'ai dû utiliser les deux pour tenir le verre. « Salut, chérie », a-t-elle gazouillé, m'embrassant la joue. « Tu as l'air pâle. Est-ce que tu manges assez? Tu sais que tu deviens anémié quand tu ne prends pas soin de toi. » Je l'ai regardé, vraiment regardé. J'ai vu le sourire facile, l'inquiétude pratiquée, l'absence totale de culpabilité. Et pour la première fois, la voix dans ma tête qui disait « Tu imagines des choses, sais-tu » Je n'imaginais pas la lettre. Je n'imaginais pas le solde. Je suis parti 10 minutes plus tard, prétextant un mal de tête. Je me suis assise dans ma voiture au coin de la rue, serrant le volant jusqu'à ce que mes jointures deviennent blanches. Je me suis dit que je réagissais de manière excessive. Peut-être qu'elle l'avait ouvert pour améliorer mon score de crédit. Peut-être que c'était une erreur. J'ai essayé de rationaliser cela parce que l'alternative était trop horrible à contempler. L'alternative signifiait que la personne censée me protéger du monde était en fait celle qui me livrait au loup. J'ai conduit chez moi dans un brouillard. L'image de ce logo bleu était gravée dans mes rétines. Je pensais avoir juste une relation difficile avec ma mère. Je pensais que nous avions juste des conflits de personnalité. En réalité, c'était un système. C'était une architecture de contrôle calculée, vieille de plusieurs décennies. Et je commençais à peine à voir les plans. J'ai rencontré Marc il y a 2 ans dans le cadre le moins romantique imaginable. C'était un mardi soir au sous-sol d'un centre communautaire où nous faisions tous les deux du bénévolat pour un programme d'alphabétisation locale. Il n'y a pas eu d'entrée au ralenti, pas de vent dans mes cheveux, et certainement pas d'étincelle instantanée que Hollywood essaie de vous vendre. J'étais fatigué après un quart de travail de 10 heures, portant un cardigan taché et essayant de réparer une photocopieuse bloquée. Marc était le gars qui s'est approché, a doucement pris le bac à papier de mes mains et a réparé la machine en moins de 30 secondes sans dire un mot. Il était silencieux. C'était la première chose que j'ai remarquée chez lui dans un monde, et une famille où la voix la plus forte gagnait toujours. Marc était un vide de calme. Il était archiviste pour un grand musée d'histoire, un travail qui exigeait une patience infinie et une obsession du détail. Il ne parlait pas pour combler le silence. Il ne parlait que lorsqu'il avait quelque chose à dire. Il était systématique dans tout ce qu'il faisait. De la façon dont il rangeait ses livres à la façon dont il nouait ses lacets. Pour quelqu'un comme moi, dont la vie ressemblait à une pagaie frénétique constante pour garder la tête hors de l'eau, sa stabilité n'était pas seulement attirante, elle était enivrante. Alors que nous commencions à sortir ensemble, Marc a commencé à remarquer les fissures dans ma vie que j'avais recouvertes de sourires et d'excuses. Il était observateur d'une manière qui m'a d'abord semblé dangereuse. Il a remarqué que je marchais 20 pâtés de maison pour économiser 2 € sur le prix du bus, mais que je me faisais avoir par des frais de découvert de 35 € la même semaine. Il a remarqué que j'étais méticuleuse à éteindre les lumières pour économiser l'électricité, mais que je paniquais et changeais de sujet dès qu'un courrier avait l'air officiel. Un soir, environ 4 mois après notre relation, nous étions assis sur son canapé en regardant les options de voyage pour une escapade d'un week-end. J'étais anxieuse, vibrant de cette peur sourde familière qui accompagnait toujours les dépenses d'argent. Marc m'a regardé, le front légèrement plissé. « Léa, tu es la personne la plus disciplinée que je connaisse. Tu prépares ton déjeuner tous les jours. Tu portes le même manteau d'hiver depuis 5 ans. Alors pourquoi ton compte bancaire semble-t-il perdre de l'argent de façon que tu ne peux pas expliquer ?» J'ai gelé. La honte fut immédiate, chaude et collante. C'était la programmation que ma mère avait installée profondément dans mon système d'exploitation. Je suis juste nul en chiffres, ai-je dit, récitant le scénario. Je suis étourdi. J'oublie d'annuler les abonnements. Je suis juste un désordre.
Marc, il ne m'a pas grondé. Il n'a pas soupiré comme Monique. Il m'a juste regardé avec ses yeux stables et analytiques. Tu n'es pas un désordre, a-t-il dit fermement. Tu gères une équipe de 12 personnes au travail. Tu organises des plannings complexes. Tu n'es pas stupide, Léa. Les données ne mentent pas. Mais les variables ne disparaissent pas sans cause. Je me suis retiré, changeant de sujet pour parler de la météo, du film que nous voulions voir, de tout ce qui pourrait l'empêcher de regarder de trop près le registre chaotique de ma vie. J'avais peur qu'il voie ce que ma mère voyait, que j'étais incompétente. Puis vint le dîner. Après 6 mois, j'ai décidé qu'il était temps qu'il rencontre Monique. J'étais nerveuse, transpirant à travers ma robe alors que nous nous rendions à la maison de mon enfance. Je l'ai préparé comme un avocat préparant un témoin. Sois poli. Mange tout ce qu'elle cuisine. Complimente la maison. Monique a ouvert la porte, portant un tablier pastel et un sourire qui aurait pu vendre du dentifrice. Elle était charmante. Je dois lui accorder cela. Elle nous a fait entrer, s'occupant de Marc, prenant son manteau, lui offrant un verre avant même qu'il n'ait entièrement franchi le seuil. La maison sentait le rôti de bœuf et le cirage au citron, l'odeur d'un foyer parfait et heureux. Le dîner a commencé correctement, mais lorsque la salade a été débarrassée et que le plat principal est arrivé, l'interrogatoire a commencé. C'était subtil au début, enveloppé sous le guise de l'intérêt maternel. Alors, Marc, a dit Monique, lui versant plus de vin qu'il n'en avait demandé. Un archiviste ? Cela semble fascinant. Y a-t-il un avenir dans ce domaine ? Je veux dire, financièrement parlant. C'est un domaine stable, a répondu Marc poliment. Le musée est bien doté. C'est merveilleux, a rayonné Monique. La stabilité est si importante. Léa a toujours eu du mal avec. Eh bien, a trouvé ses marques. Elle a besoin de quelqu'un de fort. Possédez-vous votre propre logement ? Ou êtes-vous locataire ? J'ai vu Marc faire une pause, sa fourchette suspendue à mi-chemin de sa bouche. Il n'était pas habitué à être audité au-dessus du bœuf rôti. Je possède un appartement en ville, a-t-il dit. Les yeux de Monique se sont illuminés. Un appartement ? Fantastique. Et le marché est si bon en ce moment. Vous avez dû acheter au bon moment. Gérez-vous vous-même vos investissements ou avez-vous un courtier ? Vous savez, il faut faire très attention de nos jours. Les gens essaient de vous tromper pour votre argent durement gagné. J'ai essayé d'intervenir. Maman, ne parlons pas d'argent. C'est ennuyeux. Tais-toi, Léa, a dit Monique, me faisant un signe de main distrait sans quitter Marc des yeux. Je suis juste en train de faire sa connaissance. Nous sommes tous des adultes ici. Alors, Marc, gardez-vous vos finances séparées de celles de votre famille, ou croyez-vous au bien commun ? Marc a posé sa fourchette. Il l'avait observé tout ce temps, cataloguant ses questions, son langage corporel, la façon dont ses yeux se dirigeaient vers mon sac à main puis revenaient à sa montre. Je crois en une transparence totale, a dit Marc lentement. Je documente tout. Piste numérique, sauvegarde, stockage cloud. Je pense que l'ambiguïté est là où les erreurs se produisent. J'aime savoir exactement où va chaque centime. Jusqu'à l'odeur. Pendant une fraction de seconde, le masque a glissé. Monique a tressailli. C'était minuscule. Une micro-expression qui a disparu aussi vite qu'elle est apparue, mais je l'ai vue. Elle avait l'air d'avoir mordu dans un citron. Le concept d'une piste papier numérique semblait la repousser physiquement. Eh bien, cela semble un peu obsessionnel, a-t-elle ri, mais la chaleur avait disparu de sa voix. Vous ne voulez pas être un avare, Marc. L'argent est fait pour être apprécié, pas thésaurisé dans une feuille de calcul. Le reste du dîner était tendu, du moins pour moi. Monique est passée à des histoires sur mon enfance, se concentrant exclusivement sur des moments où j'avais échoué, cassé quelque chose, ou lui avait coûté de l'argent. Elle a raconté l'histoire de la façon dont j'avais perdu mon appareil dentaire en 4e année 3 fois. Elle riait, mais le message pour Marc était clair, elle est un passif. Je suis la victime. Quand nous sommes finalement partis, Monique m'a accompagné à la voiture pendant que Marc attendait au volant. Elle m'a attrapé le bras, sa prise ferme et urgente. Il n'est pas le bon pour toi, a-t-elle murmuré, sa voix basse et venimeuse. Quoi, ai-je demandé, surprise.
Maman, il est merveilleux. Il est contrôlant, Léa, a-t-elle sifflé. As-tu entendu comment il parlait d'argent, documentant tout, surveillant chaque centime? Il va contrôler ta vie. Il comptera les courses que tu achètes. Il est dangereux. Tu as besoin de quelqu'un de généreux, pas de quelqu'un qui agit comme un comptable légiste. Romps avant de te faire piéger. J'ai retiré mon bras. Secoué, je suis monté dans la voiture et suis restée silencieuse pendant que nous nous éloignions de la maison. Je me sentais mal. Peut-être avait-elle raison. Peut-être que j'étais aveugle. Marc a conduit pendant 10 minutes sans parler. Les lampadaires clignotaient sur son visage, projetant de longues ombres. Il semblait pensif, pas en colère. Ma mère pense que tu es contrôlant, ai-je lâché, incapable de le retenir. Elle pense que tu vas me piéger. Marc a signalé et a tourné sur l'autoroute. Il n'a pas ri. Il n'est pas devenu sur la défensive. Il a juste tapoté ses doigts sur le volant, traitant les données qu'il venait de collecter. Elle m'a demandé ma valeur nette 5 fois en 2 heures, a dit Marc calmement. Elle a demandé mon score de crédit. Elle a demandé si j'avais accès à tes comptes. Et quand j'ai mentionné que je conservais des dossiers détaillés, elle a eu l'air que je l'avais menacée avec une arme. Je l'ai regardée, confuse. Que veux-tu dire? Marc m'a regardé et son expression était empreinte d'une profonde clarté douloureuse. Les gens honnêtes aiment les pistes papier, Léa, parce que cela prouve qu'ils ont raison. Les gens malhonnêtes les détestent. Il a ramené ses yeux sur la route. Je ne sais pas de quoi ta mère a peur, a-t-il dit, sa voix baissant d'une octave. Mais je peux vous dire ceci avec une certitude à 100%, cette femme est terrifiée. Ma mère n'a pas attendu que la poussière retombe après ce dîner désastreux. En fait, elle n'a même pas attendu que le moteur de la voiture de Marc refroidisse dans notre allée. Dès le lendemain matin, la campagne avait commencé. Monique ne se contentait pas de commérer. Elle construisait une forteresse de mensonges pour se protéger. Et elle utilisait les briques de mon caractère pour le faire. Les appels téléphoniques ont commencé à arriver de parents avec qui je n'avais pas parlé depuis des mois. Ils n'appelaient pas pour prendre des nouvelles. Ils appelaient pour vérifier mon état mental. Ma tante Linda, une femme qui n'appelait habituellement que pour les fêtes, m'a appelé un mardi matin pendant que j'étais au travail. Sa voix dégoulinait de ce genre particulier de pitié qui ressemble plus à une insulte. Ta mère me dit que tu traverses une période difficile, Léa, a dit Linda. Elle dit que tu prends des décisions hâtives. Nous sommes tous très inquiets pour cet homme que tu vois. Monique dit qu'il t'isole de la famille. J'ai senti le sang me monter au visage. J'ai essayé d'expliquer. Je lui ai dit que Marc était merveilleux, qu'il était gentil, et que maman était juste trop protectrice. Mais Linda m'a coupé avec un soupir qui ressemblait exactement à celui de ma mère. Ma chérie, Monique te connaît mieux que quiconque, a dit Linda. Elle a sacrifié toute sa vie pour toi. Si elle dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a généralement une raison. Tu as toujours été un peu instable dans tes choix. Écoute-la, juste. J'ai raccroché, sentant les murs se refermer. C'était le génie de Monique. Elle ne me mentait pas seulement. Elle avait enrôlé une armée de témoins pour valider sa réalité. Elle avait planté les graines de mon incompétence pendant 30 ans, et maintenant elle récoltait la moisson. Si je me défendais, j'avais l'air de la fille rebelle et ingrate qu'elle prétendait que j'étais. Si je restais silencieuse, son récit devenait la vérité. J'étais piégé dans un réseau de gaslighting s'étendant sur 3 départements. Marc a vu l'effet que cela avait sur moi. Je ne dormais pas. Je sursautais chaque fois que mon téléphone vibrait. Un soir, il m'a assise à la table de notre cuisine. Il avait son ordinateur portable ouvert et son expression était douce mais sérieuse. Léa, a-t-il dit doucement, nous devons regarder les données. Je ne te demande pas d'accuser ta mère de quoi que ce soit, mais nous devons obtenir ton dossier de crédit complet. Nous devons voir ce qui est attaché à ton numéro de sécurité sociale. J'ai immédiatement reculé. L'idée de vérifier mon dossier de crédit m'a semblé une trahison. J'avais l'impression de me faufiler derrière le dos de Monique, violant le lien sacré mère-fille dont elle parlait constamment. Je ne peux pas, ai-je murmuré. Si elle découvre que je vérifie, elle pensera que je ne lui fais pas confiance. Elle va pleurer. Elle dira que je suis ingrate.
Marc a tendu la main par-dessus la table et a pris la mienne. Sa poigne était chaude et rassurante. Elle n'a pas besoin de le savoir, a-t-il dit. Mais tu as besoin de le savoir. J'aurais peut-être continué à refuser, paralysé par la culpabilité qu'elle avait installée en moi. Si ce n'était pas pour la notification qui est apparue sur mon téléphone 3 jours plus tard, c'était un email automatisé d'une société de sécurité résidentielle. Il me remerciait pour mon paiement de 89 € et confirmait que mon adresse de service avait été mise à jour. J'ai fixé l'écran. Je n'avais pas de système de sécurité à la maison. Je vivais dans un appartement au 3e étage avec un interphone. Mes mains ont commencé à trembler. J'ai appelé le numéro du service client indiqué dans l'email, mon cœur martelant un rythme frénétique contre mes côtes. J'ai navigué dans le menu automatisé, appuyant sur 0 jusqu'à ce que j'obtienne un être humain. J'appelle concernant une facturation, ai-je dit, ma voix tremblante. Je pense qu'il y a eu une erreur. Je n'ai pas de compte chez vous. Le représentant a demandé mon numéro de sécurité sociale pour vérifier mon identité. Je le lui ai donné. Il y eut une pause, le bruit de la dactylographie, puis elle est revenue en ligne. Je vois le compte ici, Madame Dubois, a-t-elle dit gaiement. Il est actif depuis 4 ans. L'adresse de service est le 42, rue des Chênes. 42, rue des Chênes, la maison de ma mère. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Et qui est l'utilisateur autorisé, ai-je demandé, bien que je connaissais déjà la réponse. Le titulaire principal du compte est Léa Dubois, a-t-elle répondu, mais il y a un contact secondaire listé. Monique Dubois, elle est listée comme responsable de la facturation. Je l'ai remerciée et j'ai raccroché. Je me suis assise sur le bord de mon lit, fixant le mur. Ma mère avait ouvert un compte de sécurité à mon nom il y a 4 ans. Elle utilisait mon crédit pour protéger sa maison, payant la facture ou ne la payant pas, selon ce qu'elle voulait. J'ai ouvert mes contacts et j'ai laissé mon pouce planer au-dessus du nom de Monique. La rage, chaude et aveuglante, a jailli dans ma poitrine. Je voulais l'appeler. Je voulais crier. Je voulais lui demander comment elle pouvait me regarder dans les yeux et parler de confiance pendant qu'elle volait mon identité pour installer des capteurs de fenêtres. Mais ensuite, l'autre sentiment m'a frappé, le conditionnement. J'ai imaginé sa voix. Je l'ai fait pour nous, Léa. Je n'ai pas pu obtenir l'approbation à cause du divorce. J'essayais de nous garder en sécurité. Pourquoi es-tu si égoïste? Pourquoi te soucies-tu d'un compte stupide quand je te fournis un toit? Je pouvais voir son visage se crisper en larmes. Je pouvais sentir le poids écrasant de son martyre. Mon pouce s'est figé. Je n'ai pas pu appuyer sur le bouton d'appel. J'avais 32 ans et j'avais peur de faire pleurer ma mère. Même quand c'était elle qui me volait, j'ai laissé tomber le téléphone sur la couette et j'ai enfoui mon visage dans mes mains. Sanglotant non pas de tristesse, mais de pure frustration impuissante, j'ai senti le matelas s'enfoncer à côté de moi. Marc. Il n'a rien dit au début. Il a juste frotté mon dos, me laissant pleurer jusqu'à ce que les larmes s'épuisent. Elle a utilisé mon nom, ai-je réussi à articuler. Pour le système d'alarme. Elle le fait depuis 4 ans. Marc n'a pas eu l'air surpris. Il n'a pas eu l'air en colère. Il avait l'air d'un homme qui venait de confirmer une hypothèse. Je sais que ça fait mal, a-t-il dit. Je ne peux pas l'appeler, ai-je avoué, essuyant mes yeux. Je ne peux pas le faire, Marc. Elle va le tordre. Elle va faire en sorte que ce soit ma faute. Je suis trop faible. Marc m'a tourné pour que je lui fasse face. Il m'a regardé droit dans les yeux. Tu n'as pas à te battre contre elle, Léa. Ce n'est pas ton travail en ce moment. Tu es trop proche de cela. Tu es dans le rayon d'explosion. Il a pris son ordinateur portable et l'a posé sur le lit entre nous. Je n'ai pas besoin que tu partes en guerre, a-t-il dit. J'ai juste besoin que tu m'autorises à faire les recherches. Je vais tout organiser. Je vais trouver la piste papier. Tu dois juste dire le mot. J'ai regardé l'ordinateur portable, puis lui. Pour la première fois, j'ai réalisé que je n'avais pas à porter seul le fardeau de sa tromperie. J'avais un partenaire, et il n'avait pas peur de ses larmes. D'accord, ai-je murmuré, ma voix à peine audible. Marc a ouvert une feuille de calcul vierge. D'accord, a-t-il répété.
Trouvons cela. La table de la salle à manger, habituellement réservée à nos dîners tranquilles ou à l'occasionnelle pile de courrier, avait été transformée en salle de guerre. Marc n'a pas abordé cela émotionnellement. Il l'a abordé comme s'il organisait une exposition sur la chute de l'Empire romain. Il avait besoin d'une chronologie, d'un arc narratif construit non pas de souvenirs, mais de données froides et dures. Pendant 3 nuits, les seuls sons dans notre appartement étaient le cliquetis des touches du clavier et le bourdonnement de l'imprimante. Marc a construit une chronologie maîtresse qui couvrait les 12 dernières années de ma vie. Il a tracé chaque événement majeur, ma remise de diplôme du lycée, mon admission à l'université, mon premier stage, mon premier emploi à temps plein. Ensuite, il a superposé une deuxième couche de données, demande de crédit, retrait bancaire et ouverture de compte. La représentation visuelle était nauséeuse. Cela ressemblait à une infection parasitaire. Chaque fois que j'avais atteint une étape d'indépendance, une hémorragie financière apparaissait pour me tirer vers le bas. Quand j'ai eu mon premier salaire en tant que jeune rédactrice, une carte de crédit a été ouverte à mon nom. 3 semaines plus tard, lorsque j'ai reçu un petit bonus à Noël, le solde d'un compte de service public dont j'ignorais l'existence a été maximisé. Ce n'était pas une malchance aléatoire. C'était un cycle prédateur rythmique. Marc a pointé un groupe d'activités datant d'il y a 7 ans. « Regarde ça », a-t-il dit, son doigt planant au-dessus d'une date fin octobre. « C'est quand ta grand-mère est décédée, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête, une boule se formant dans ma gorge. Je me souvenais de ce moment, le deuil, les arrangements funéraires, et les sanglots inconsolables de ma mère. Elle avait été si bouleversée qu'elle pouvait à peine se tenir debout. Selon les registres publics et le dépôt de la succession, a dit Marc, sa voix dépourvue de jugement, mais lourde d'implication, il y a eu un versement d'une police d'assurance vie. Pas une fortune, mais significatif. Environ 15 000 €. J'ai secoué la tête. Non, c'est faux. Maman m'a dit que grand-mère est morte avec rien que des dettes. Elle a dit que l'assurance couvrait à peine le cercueil. Je me souviens avoir signé les papiers pour régler la succession parce que maman était trop émue pour tenir un stylo. Marc a arrêté de taper. Il a tourné sa chaise pour me faire face. Tu as signé des papiers, a-t-il demandé. Tu te souviens à quoi ils ressemblaient? J'ai fermé les yeux, essayant de me transporter dans cet après-midi gris sur le parking du salon funéraire. C'était précipité, je m'en souvenais. Nous étions sur le point de partir. Maman m'a tendu un presse-papier sur le capot de sa voiture. Elle a dit que ce n'était qu'une décharge standard pour libérer le salon funéraire de toute responsabilité ou quelque chose d'administratif. Elle pleurait, se mouchant dans un mouchoir, me disant de simplement signer pour qu'on puisse rentrer à la maison et faire notre deuil. Je ne l'ai pas lu. Je voulais juste qu'elle arrête de pleurer. Marc a hoché lentement la tête. Il n'a pas dit que j'étais stupide. Il n'a pas demandé pourquoi je n'avais pas lu les petits caractères. Il a juste pris son téléphone. Je vais passer un coup de fil, a-t-il dit. Marc avait passé une décennie à travailler dans les archives. Et s'il y a une chose que les archivistes savent, c'est comment trouver les personnes qui gardent de vieux papiers. Il a retrouvé le notaire qui avait estampillé les documents cette année-là. C'était un coup de chance, un homme nommé Monsieur Dubois, qui avait depuis longtemps pris sa retraite en Provence. Mais Marc était persuasif. Il a expliqué que nous rectifions une erreur administrative pour un projet d'histoire familiale. Il était charmant, professionnel et persistant. 2 jours plus tard, un email a retenti sur l'ordinateur portable de Marc. C'était un PDF numérisé. Marc l'a ouvert, puis a ouvert une deuxième fenêtre sur son écran où il avait récupéré le document que ma mère avait déposé auprès du comté, celui qu'elle prétendait que j'avais signé. « Viens ici », a dit Marc. Je me suis approché de la table et j'ai regardé l'écran. À gauche se trouvait le document que ma mère avait déposé. C'était une renonciation à tout droit sur le paiement de l'assurance, canalisant effectivement l'argent vers le plus proche parent. Monique Dubois, ma signature y était. Léa D, exactement comme je m'en souvenais. À droite se trouvait le document que Monsieur Dubois nous avait envoyé de ses archives personnelles. La copie carbone de ce qui avait réellement été notarié ce jour-là. Ce n'étaient pas les mêmes documents. L'entête du document original n'indiquait pas renonciation aux droits du bénéficiaire. Il indiquait une confirmation de réception. Et dans le corps du texte, le montant du paiement était clairement indiqué,
15 000 € payables à Léa Dubois. J'ai fixé l'écran, mon cerveau luttant pour traiter la disparité. Elle a utilisé du Tipex sur l'entête, a expliqué Marc, pointant la faible tache révélatrice sur le document de gauche. Elle a physiquement modifié le texte après que vous l'ayez signé, l'a photocopié pour masquer la modification, puis a déposé le faux. Elle ne vous a pas seulement menti, Léa. Elle a volé 15 000 € à sa fille en deuil et a falsifié un document légal pour couvrir cela. J'ai ressenti un froid se répandre dans ma poitrine qui n'avait rien à voir avec la température de la pièce. C'était le froid de la réalisation absolue. Pendant des années, j'avais pensé que ma mère était juste mauvaise avec les limites ou peut-être un peu égoïste. J'avais excusé son comportement comme étant de l'amour mal dirigé, mais ce n'était pas de l'amour. C'était un crime grave. Elle m'avait regardé en face, les larmes coulant sur ses joues, et avait utilisé mon deuil pour me voler. Le système dans lequel j'avais vécu s'est effondré. Je n'étais pas celle qui était désorganisée. Je n'étais pas celle qui était nulle en argent. J'étais la victime d'une longue escroquerie menée par la seule personne au monde censée me protéger. Marc ne m'a pas donné le temps de sombrer. Il est passé en mode confinement. Il a tout imprimé. Il a fait 3 copies de la comparaison. Il a sauvegardé les fichiers numériques sur un disque dur externe, puis sur un serveur cloud, puis il a crypté le dossier. Il a rédigé un journal détaillé notant les dates, les métadonnées des fichiers et la transcription de sa conversation avec le notaire. Il a mis un jeu complet de preuves dans une enveloppe en papier craft. Je vais envoyer ceci à un ami de mon école de droit, a-t-il dit, scellant l'enveloppe d'une pression décisive de sa main, juste pour la sécurité. Nous ne portons pas plainte pour l'instant, mais nous avons besoin que cela soit hors de la maison. Nous avons besoin d'une police d'assurance contre ta mère. J'étais assise sur la chaise, me sentant petite et fragile. Que faisons-nous maintenant, ai-je demandé. Appelons-nous la police? Annulons-nous le mariage? Marc m'a regardé. La colère qui couvait sous son calme avait finalement atteint ses yeux. C'était une résolution froide et dure. Non, a-t-il dit. Si nous allons voir la police maintenant, elle va le retourner. Elle dira que tu es confuse ou qu'elle gérait cela pour toi parce que tu étais instable. Elle va pleurer et la famille la croira. Elle se fera à nouveau passer pour la martyre. Il a posé sa main sur la pile de preuves. Nous avons le pistolet, Léa, mais nous avons besoin qu'elle appuie sur la gâchette. Nous avons besoin qu'elle l'admette. Ou du moins, nous avons besoin de la prendre en flagrant délit dans un mensonge si gros qu'elle ne pourra pas pleurer pour s'en sortir. Pour mettre fin à cela correctement, pour s'assurer qu'elle ne te contrôle plus jamais, elle doit être celle qui se révèle. Il a regardé le calendrier sur le mur où notre date de mariage était encerclée d'encre rouge. Nous allons la laisser penser qu'elle est toujours dans le contrôle, a-t-il dit. Et puis nous allons lui poser une seule question simple. Le téléphone était posé sur la table de la cuisine comme un engin non explosé. C'était un appareil simple, un morceau rectangulaire de verre et de métal. Mais à ce moment, il semblait radioactif. Nous avions les documents. Nous avions la signature falsifiée du salon funéraire. Nous avions le dossier de crédit taché d'enquête non autorisée. Mais Marc, dans sa sagesse infiniment méthodique, savait que le papier pouvait être argumenté dans le droit de la famille ou rejeté comme des erreurs administratives par une mère qui savait pleurer sur commande. Nous avions besoin de la voix. Nous avions besoin de l'intention. Je me suis assise sur la chaise dure en bois, les paumes moites de sueur. Mon cœur faisait quelque chose d'acrobatique dans ma poitrine. Un rythme de culbute frénétique qui rendait difficile la respiration. Ce n'était pas seulement la peur. C'était une régression. J'avais 32 ans, directrice d'une agence de marketing, une femme sur le point de se marier, mais fixant ce téléphone. J'avais 6 ans à nouveau, attendant que Monique me dise que j'avais fait quelque chose de mal. Marc était assis en face de moi. Il n'a pas tendu la main pour tenir la mienne cette fois. Il savait que s'il me touchait, je pourrais m'effondrer. Au lieu de cela, il m'a offert un autre type de soutien, un témoin. Il avait posé son propre téléphone sur la table. L'application d'enregistrement vocal ouverte, la barre d'enregistrement rouge pulsant silencieusement. Nous avions vérifié les lois de notre région. Tant qu'une partie consentait à l'enregistrement, c'était légal. J'étais la partie consentante. Tu n'as pas à te battre contre elle, m'a rappelé Marc, sa voix basse et stable.
Tu dois juste poser la question. Laisse-la faire le reste. J'ai hoché la tête, pris une profonde inspiration qui avait le goût de café froid et d'anxiété, et j'ai appuyé sur le bouton d'appel. Le son de la sonnerie était fort dans l'appartement silencieux. Une sonnerie, 2 sonneries. Mon estomac s'est tordu. Une partie de moi espérait qu'elle ne répondrait pas. Une partie de moi voulait retarder l'explosion inévitable. Allô. Sa voix était vive, joyeuse, totalement inconsciente. C'était la voix qu'elle utilisait quand elle avait un public. Salut, maman, ai-je dit, ma voix semblait mince, tendue sur mes nerfs. Léa, j'étais en train de regarder les arrangements floraux pour la table d'honneur. Le fleuriste dit que les lys sont de saison, mais je lui ai dit que tu préfères les orchidées. Je pense que nous devrions opter pour. Maman, les jeux interrompus. Je dois te demander quelque chose. Il y eut une pause. Le changement dans son ton était subtil. Un léger refroidissement de la température. Qu'est-ce que c'est? Tu as l'air étrange. Est-ce que tout va bien avec la robe? La robe va bien, ai-je dit, fixant Marc. Il m'a donné un petit signe d'encouragement. Je voulais te demander des papiers que j'ai trouvés. Des papiers, a-t-elle répété. Le mot est sorti plat. J'étais en train de parcourir mon dossier de crédit avec Marc, ai-je dit, m'en tenant au script que nous avions répété. Nous avons trouvé des comptes que je ne reconnais pas. Il y a un système de sécurité résidentielle enregistré à mon nom et une carte de crédit se terminant par 4529. Le silence s'est étiré sur la ligne. Je pouvais presque entendre les rouages tourner dans sa tête, calculant la distance entre le mensonge et la découverte. Oh, ça, a-t-elle dit avec dédain. Ça doit être une erreur. Vous savez comment sont les banques? Elles mélangent les dossiers tout le temps. Tu te souviens quand la compagnie des eaux nous a facturé la consommation des voisins? C'est juste une erreur administrative. Léa, ne te fais pas de bile. Ce n'est pas une erreur administrative, maman, ai-je dit, forçant ma voix à rester uniforme. L'adresse de service indiquée sur le compte est à maison. Le silence de l'autre côté est devenu lourd. C'était le moment où habituellement je reculais. J'accepterais l'excuse fragile pour éviter le conflit. Mais j'ai regardé la barre rouge pulsant sur le téléphone de Marc, enregistrant chaque seconde de ceci, et j'ai trouvé une réserve de courage que j'ignorais posséder. Pourquoi mon numéro de sécurité sociale est-il attaché à ton système d'alarme, ai-je demandé. Le souffle de Monique s'est coupé. Puis le pivot est arrivé. Il a été net et violent. Est-ce que c'est ça qu'il te dit, a-t-elle claqué. Sa voix n'était plus douce. Elle était dentelée. Est-ce que c'est Marc? Je le savais. Je savais qu'il fouillait. Il essaie de te monter contre moi. Léa, il te met des idées en tête. Il te contrôle. Il ne dit rien, ai-je répondu. Je lis le relevé. Maman, il est écrit que Monique Dubois est le contact secondaire. Tu as signé pour cela. Je n'ai pas élevé la voix. C'était la clé. Marc m'avait dit que la colère était son carburant. Ne lui donne pas. Monique a laissé échapper un sanglot. C'était un son humide et râpeux qui aurait brisé mon cœur une semaine auparavant. Maintenant, cela ressemblait juste à du bruit. Je n'arrive pas à croire ça, a-t-elle pleuré. Après tout ce que j'ai fait pour toi, je t'ai élevé seul. J'ai sacrifié ma carrière, ma vie sociale, tout pour m'assurer que tu aies une bonne vie. Et maintenant tu m'interroges pour une facture? Tu es si ingrate, Léa, comme ton père. Le crochet de la culpabilité. C'était son arme préférée. Elle l'a lancée, attendant qu'elle s'accroche à ma conscience. Elle attendait que je dise « Je suis désolé, maman. Je ne voulais pas dire ça. Arrête de pleurer. » Mais je n'ai rien dit. Je suis restée assise là à regarder le mur et je n'ai absolument rien dit. Le silence au téléphone était insoutenable. Il a duré 5 secondes, puis 10. Cela semblait être une éternité. Monique attendait les excuses. Elle attendait que la dynamique se réinitialise à ses paramètres d'usine. Mais sans mes excuses pour combler le vide, le silence est devenu un vide. Et Monique, qui détestait un vide, a dû le combler. J'essayais de t'aider, a-t-elle éclaté, sa voix montant à un ton strident. Je n'ai toujours pas parlé.
Tu ne sais pas gérer l'argent, Léa, a-t-elle crié. Tu n'as jamais su. Tu le dépenses en bêtises. J'ai ouvert ces comptes pour construire ton score de crédit parce que tu étais en train de le ruiner. Je te protégeais de toi-même. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Voilà, l'admission partielle. Mais ce n'était pas assez. Tu me protégeais en dépensant 3000 € pour un système d'alarme pour une maison où je ne vis pas, ai-je demandé calmement. Je payais les factures, a-t-elle hurlé. Je détiens ce crédit pour toi. Je suis la seule raison pour laquelle tu as une quelconque solvabilité. Tu devrais me remercier. Je gère tout parce que tu es trop faible pour le faire. Je dois garder le contrôle sinon tu vas tout perdre. Les yeux de Marc se sont verrouillés sur les miens. C'était ça. Je gère tout. Alors les comptes sont à toi, ai-je demandé. Un dernier clou dans le cercueil. Tu les ouvres? Oui, a-t-elle crié. Oui, je les ouvre parce que je suis ta mère et je sais ce qui est le mieux. Et si tu vas laisser cet homme détruire notre famille pour quelques factures, alors tu es plus perdu que je ne le pensais. Elle haletait maintenant, sa rage débordant du combiné. Elle l'avait admis. Elle avait admis avoir ouvert des comptes à mon nom sans mon consentement, le justifiant par sa logique tordue de protection. Je n'ai rien dit d'autre. Je n'ai pas crié en retour. Je ne lui ai pas dit qu'elle était une criminelle. D'accord, maman, ai-je dit. Je dois y aller. Léa, attends. N'ose pas me raccrocher au nez, Léa. J'ai appuyé sur le bouton rouge pour mettre fin à l'appel. La pièce est tombée instantanément silencieuse. Le seul bruit était le sang qui affluait dans mes oreilles. Je me sentais étourdi, comme si je venais de descendre des montagnes russes qui fonctionnaient depuis 30 ans. Marc a tendu la main et a appuyé sur le bouton d'arrêt de son application d'enregistrement. Il a sauvegardé le fichier, la renommée Confession Monique, 9 février et l'a immédiatement téléchargé sur le cloud. Il m'a regardé. Son expression était un mélange de fierté et de chagrin. Il savait ce que cet appel m'avait coûté. Il savait que je venais de couper le cordon ombilical avec un couteau rouillé. On l'a, ai-je demandé, ma voix tremblante. Nous l'avons, a dit Marc. Elle a admis avoir ouvert les comptes. Elle a admis contrôler tes finances. Elle a appelé ça une protection, mais la loi appelle ça un vol d'identité. Je me suis affalé sur ma chaise, me couvrant le visage de mes mains. Je n'ai pas pleuré. Je me sentais incroyablement sèche, comme une enveloppe vide. Elle pense vraiment qu'elle est l'héroïne, ai-je murmuré. Elle croit vraiment qu'elle est en train de me sauver. C'est ce qui la rend dangereuse, a dit Marc. Il s'est levé et a contourné la table pour se tenir derrière moi, posant ses mains sur mes épaules. Il ne les a pas massées. Il les a simplement maintenues là, un poids solide et rassurant. Alors, que faisons-nous maintenant, ai-je demandé, en levant les yeux vers lui. On appelle la police? Marc a secoué la tête. Pas encore, a-t-il dit. Si nous allons voir la police maintenant, elle va le retourner. Elle dira que tu es confuse ou qu'elle gérait cela pour toi parce que tu étais instable. Elle va pleurer et ta famille la croira. Elle se fera à nouveau passer pour la martyre. Il a regardé le téléphone, puis le calendrier sur le frigo. Nous avons les preuves. Nous avons la confession. Nous avons le levier. Maintenant, nous attendons. Nous la laissons venir au mariage. Nous la laissons penser qu'elle est toujours en contrôle. Nous la laissons faire son discours. Pourquoi, ai-je demandé. Pourquoi attendre? Parce que, a dit Marc, sa voix dure comme du silex, elle va essayer de te détruire publiquement. Je le sais. Tu le sais. Elle ne peut pas s'en empêcher. Et quand elle le fera, nous n'allons pas discuter avec elle. Nous allons juste montrer à tout le monde qui elle est réellement. Il s'est penché et a embrassé le sommet de ma tête. Ça suffit, a-t-il dit. L'enquête est terminée. Maintenant, nous choisissons le moment. Le dernier mois avant le mariage a ressemblé moins à une célébration qu'au calme étrange avant l'arrivée d'un ouragan. Je me suis jeté dans la logistique de l'événement, obsédé par la texture des serviettes et la nuance exacte d'ivoire pour les chemins de table. Il était plus facile de s'inquiéter de savoir si le bœuf serait trop cuit que de se concentrer sur le secret radioactif que Marc et moi cachions dans un serveur cloud. Mais la partie la plus troublante n'était pas le stress. C'était ma mère.
Après l'appel téléphonique, où elle avait pratiquement avoué le vol d'identité, je m'attendais à la guerre. Je m'attendais à ce qu'elle fasse une descente dans mon appartement ou qu'elle m'inonde de textos remplis de culpabilité. Au lieu de cela, Monique s'est transformée. Elle est devenue la mère dont j'avais rêvé dans mes moments de solitude les plus sombres de l'enfance. Elle était serviable. Elle était d'accord. Quand je lui ai montré le plan de table, ce qui aurait normalement déclenché une conférence de 3 heures sur la politique familiale, elle a simplement hoché la tête et a dit que cela semblait parfait. Elle s'est offerte pour récupérer les cadeaux. Elle a conduit 40 minutes jusqu'à la boulangerie pour confirmer le design du gâteau afin que je n'ai pas à quitter le travail plus tôt. C'était terrifiant. Je l'ai regardée de l'autre côté de la table au lieu du dîner de répétition, riant doucement à une blague que mon beau-père avait faite. Elle semblait radieuse, inoffensive et d'un amour total. Une partie perfide de mon cerveau a commencé à me murmurer, peut-être que j'avais tort. Peut-être que l'appel téléphonique n'était qu'un moment de panique. Peut-être qu'elle m'aime vraiment et qu'elle était juste mal avisée. La petite fille en moi, celle qui voulait juste que sa maman soit fière, était désespérée de laisser tomber son épée et de courir dans ses bras. Puis est venue la demande. Nous étions dans le parking de la boutique de fleurs, entourés de seaux d'hortensia. Monique a tendu la main et a glissé une mèche de cheveux derrière mon oreille, sa touche s'attardant une seconde de trop. « Léa » a-t-elle dit, sa voix douce et tremblante d'émotion. « Je sais que nous avons une différence. Je sais que j'ai été dur avec toi, mais je veux que tu saches à quel point je suis fier. » J'ai gelé, mon souffle coupé dans ma gorge. J'aimerais beaucoup dire quelques mots à la réception, a-t-elle continué, les yeux brillants de larmes. Juste un toast, une bénédiction maternelle pour sa fille. S'il te plaît, Léa, laisse-moi faire ça pour toi. Je l'ai regardée. J'ai vu les larmes dans ses yeux. J'ai vu la vulnérabilité. Et contre chaque instinct de préservation de soi que j'avais développé au cours du dernier mois, j'ai hoché la tête. D'accord, maman, ai-je dit. Tu peux parler. Merci, a-t-elle murmuré, serrant ma main. Tu ne le regretteras pas. J'ai conduit chez moi avec un mélange de soulagement et de nausée. J'ai parlé à Marc de la demande ce soir-là alors que nous finissions de faire les dernières boîtes de décoration. Il n'a pas semblé soulagé. Il a arrêté de scotcher une boîte et m'a regardé avec une platitude qui m'a glacé. Elle prépare quelque chose, a-t-il dit. Marc, elle pleurait, ai-je argumenté, sentant l'ancien réflexe défensif s'activer. Elle semblait sincère. Peut-être qu'elle veut juste faire la paix. Marc s'est approché du placard et a sorti son sac d'ordinateur portable. Il n'a pas discuté avec moi. Il savait que j'avais besoin de croire au fantasme d'une bonne mère jusqu'à la toute dernière seconde. J'espère que tu as raison, a-t-il dit. Mais nous allons être préparés. Il s'est assis sur le canapé et a ouvert son ordinateur portable. Il m'a montré un dossier sur son bureau intitulé simplement La vérité. À l'intérieur se trouvaient les documents numérisés, la chronologie, les relevés bancaires et le fichier audio de sa confession. J'ai parlé au DJ, a dit Marc. Je lui ai dit que nous pourrions avoir une présentation vidéo surprise. Il a installé un câble HDMI juste à côté de la table d'honneur. J'ai fixé l'écran. La réalité de ce qu'il proposait m'a frappé durement. Tu veux l'humilier, ai-je demandé. Non, a répondu Marc fermement. Je veux l'empêcher de t'humilier. Si elle monte là-bas et fait un toast charmant et sincère, alors cet ordinateur portable reste dans le sac. Nous n'en reparlerons jamais. Nous traiterons le vol financier en privé après la lune de miel. Mais si elle essaie de faire ce qu'elle fait toujours, si elle essaie de te dépeindre comme la méchante pour sauver son propre ego, alors nous ne discutons pas. Nous ne crions pas. Nous appuyons simplement sur lecture. J'ai hoché lentement la tête. C'était un marché équitable. C'était un cessez-le-feu avec un moyen de dissuasion nucléaire. 2 jours avant le mariage, les fissures dans la façade de Monique ont commencé à se montrer, bien que pas directement à moi. J'ai reçu un appel de mon oncle Géry, le frère de mon père, qui avait maintenu une relation polie mais distante avec Monique depuis le divorce. Léa, je voulais juste te prévenir, a dit Géry, sa voix basse. Ta mère m'a appelé hier. Oh, ai-je demandé, essayant de garder mon ton léger. Oui. Elle posait des questions étranges. Elle voulait savoir si je savais quelque chose sur la fiducie familiale de Marc.
Elle a demandé si je savais si l'acte de propriété de ton appartement était aux deux noms ou seulement au sien. Mon estomac s'est effondré. Le sentiment chaleureux et cotonneux des 2 dernières semaines s'est évaporé instantanément. Qu'est-ce que tu lui as dit, ai-je demandé. Je lui ai dit que ce ne sont pas mes affaires et que ce ne sont pas les tiennes, a dit Jerry. Mais Léa, elle avait l'air intense. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle devait te protéger. Elle a dit qu'elle avait découvert des choses. Fais attention, ma belle. J'ai raccroché et je me suis assise sur le sol de mon salon, entourée de tuiles et de rubans. Elle ne changeait pas. Elle faisait des recherches. Elle fouillait dans la vie de Marc, désespérée de trouver un défaut, une dette, un secret, n'importe quoi qu'elle pourrait utiliser pour construire un récit où il était le prédateur et elle la sauveuse. Elle avait besoin d'une raison pour s'opposer. Et puisqu'il n'en existait aucune, elle essayait d'en fabriquer une 12 heures avant que je ne marche vers l'hôtel. J'ai passé la nuit à un hôtel près du lieu. Marc est resté dans notre appartement. La tradition voulait que nous ne nous voyions pas, mais je ressentais une douleur de séparation qui allait plus loin que la superstition. Je me sentais en insécurité sans lui. J'étais allongé sur le lit de l'hôtel, fixant le plafond, incapable de dormir. Le silence de la chambre était lourd. Mon téléphone a vibré sur la table de nuit. Je me suis retourné et j'ai plissé les yeux pour regarder l'écran. C'était un SMS d'un numéro inconnu. L'indicatif régional était local. Es-tu sûr de vouloir l'épouser? Tu ne sais pas tout. Il cache des dettes. Sors tant que tu peux. J'ai fixé les mots. La syntaxe était familière. Le libellé était familier. Cacher des dettes. C'était l'accusation exacte qu'elle m'avait lancée pendant des années. C'était la projection de ses propres péchés sur tout le monde. Je n'ai pas répondu. Je savais qui c'était. Ce n'était pas un ami inquiet. Ce n'était pas un amant secret. C'était ma mère achetant un téléphone prépayé ou utilisant une application pour essayer de planter une graine de doute dans mon esprit 12 heures avant que je ne marche vers l'hôtel. Elle voulait que je panique. Elle voulait que j'annule le mariage pour qu'elle puisse me réconforter. Pour qu'elle puisse être l'épaule sur laquelle je pleurais. Pour qu'elle puisse dire « Je te l'avais bien dit ». J'ai fait une capture d'écran du texte et je l'ai envoyé à Marc. Sa réponse est revenue 10 secondes plus tard. Ajoute-la au dossier. J'ai posé le téléphone et j'ai fermé les yeux. Le deuil m'a finalement submergé, lourd et suffocant. C'était le deuil de réaliser que la mère que je voulais n'existait pas. Il n'y avait que Monique, et demain, devant 200 personnes, je devrais choisir entre protéger son mensonge ou sauver ma propre vie. J'ai remonté la couette jusqu'à mon menton. J'en avais fini d'espérer. J'étais prête pour le discours. La salle de réception était un chef-d'œuvre d'illusion. 500 guirlandes lumineuses scintillaient du plafond comme une galaxie capturée, projetant une lumière douce et indulgente sur les visages de nos 200 invités. L'air sentait le filet mignon coûteux et les amandes caramélisées. Pendant les 2 premières heures, j'ai vraiment laissé croire que le cauchemar était terminé. J'étais Madame Marc Fournier. Je portais une robe qui coûtait 3000 € et qui me faisait me sentir comme une reine. Je dansais avec mon mari et le monde semblait stable sous mes pieds. Monique se comportait avec un niveau de perfection terrifiant. Elle portait une robe en soie champagne longue jusqu'au sol qui chatoyait sous les lumières. Elle se déplaçait dans la foule comme une diplomate, touchant les bras, riant aux blagues et acceptant les compliments sur le grand jour de sa fille avec une inclinaison gracieuse de la tête. Chaque fois que je la regardais, elle souriait, une expression tendue et pratiquée qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux, mais pour l'observateur non averti, cela ressemblait à de la fierté maternelle. Puis vinrent les toasts. Le témoin a prononcé un discours appropriément embarrassant et teinté d'affection sincère. La demoiselle d'honneur a pleuré à travers ses notes, faisant rire tout le monde. Puis la voix du DJ a tonné sur les haut-parleurs. Et maintenant, quelques mots spéciaux de la mère de la mariée, Monique Dubois. Mon estomac est tombé à travers le sol. J'ai regardé Marc. Il ne regardait pas la scène. Il regardait son téléphone, qui reposait à l'envers sur la nappe à côté de son verre de vin. Sa main planait près de lui, sans le toucher, mais prête. Monique s'est approchée du micro avec la grâce d'un cygne. Elle a ajusté la hauteur, a attendu que les applaudissements s'éteignent, et a regardé directement dans mes yeux. Léa est magnifique ce soir, a commencé Monique, sa voix chaude et riche.
Des applaudissements ont retenti dans la salle. Je me souviens quand elle était petite fille, a continué Monique. Elle avait toujours une imagination si vive. Elle racontait des histoires si élaborées, si détaillées qu'on avait presque envie de les croire. Elle était toujours créative avec la vérité. La salle a ri poliment. Cela ressemblait à une plaisanterie douce, mais j'ai senti les poils se hérisser à l'arrière de mon cou. Le pivot arrivait. Mais en tant que mère, la voix de Monique a baissé d'une octave, devenant sérieuse, lourde d'inquiétude. Il vient un temps où il faut arrêter de protéger ses enfants de leurs propres fantasmes et commencer à protéger les gens qu'ils pourraient blesser. La salle est devenue silencieuse. Le rire s'est instantanément éteint. Je regarde Marc, a-t-elle dit, tournant son corps vers le côté des invités du marié. Un homme bon, un homme travailleur, un homme qui a bâti une vie sur l'intégrité, et je ne peux pas, en bonne conscience, le laisser entrer dans ce mariage sans savoir exactement qui il épouse. Le silence était maintenant absolu. Un serveur a laissé tomber une fourchette au fond de la salle, et cela a sonné comme un coup de feu. Léa a lutté toute sa vie avec l'honnêteté, a dit Monique, sa voix tremblante d'une fausse émotion. Elle a des dettes cachées. Elle a un historique d'instabilité financière que j'ai passé des décennies à couvrir. Elle n'est pas la femme indépendante qu'elle prétend être. Elle est un piège. Marc, j'ai senti le sang quitter mon visage. Je ne pouvais pas respirer. Je ne pouvais pas bouger. Cela arrivait. Elle faisait exactement ce qu'elle avait fait dans notre cuisine. Exactement ce qu'elle avait fait au téléphone. Mais cette fois, elle le faisait devant mon patron, mon colocataire d'université et les parents conservateurs de Marc. Elle vous a piégé, Marc, a dit Monique, essuyant une larme de sa joue. J'aime ma fille, mais j'aime la vérité davantage. Elle cache des milliers d'euros de dettes qu'elle s'attend à ce que vous assumiez. Elle vous a menti sur son passé. Elle vous a menti sur qui elle est vraiment. Et si vous signez cette licence de mariage, vous abandonnez votre avenir. Elle a balayé la foule, les paumes tournées vers le haut dans cet affichage impuissant de martyr. Je suis désolé de gâcher la fête, a-t-elle sangloté. Mais quelqu'un devait le sauver. La salle s'est figée. La mère de Marc avait l'air malade de choc. Une main plaquée sur sa bouche. Mon cousin fixait ses assiettes. La honte est devenue quelque chose avec du poids, quelque chose qui appuyait sur mes côtes et me volait l'air de mes poumons. Je voulais disparaître. Je voulais que les lumières s'atténuent et que le moment passe sans moi. J'étais la petite fille qui avait volé l'argent. J'étais la menteuse. J'étais le fardeau. Puis la main de Marc s'est refermée sur la mienne. Ce n'était pas une pression apaisante. C'était une indication. Il s'est levé. Il n'avait pas l'air en colère. Il n'avait pas l'air embarrassé. Il avait l'air d'être sur le point de délivrer une conférence calme sur les techniques de préservation des archives. Il a boutonné sa veste de costume d'une main et a pris son téléphone de l'autre. Il s'est dirigé vers la scène. Monique l'a vu venir, ses yeux s'écarquillant légèrement. Elle s'attendait à ce qu'il crie. Elle s'attendait à ce qu'il me défende pour qu'elle puisse parler par-dessus lui. Elle s'attendait à un combat. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il passe juste devant elle. Marc est allé directement à la table audiovisuelle. Le DJ l'a regardé avec des yeux écarquillés et paniqués, mais Marc a simplement tendu la main et a pris le câble HDMI qui reposait sur la console. Il l'a branché sur son téléphone. Le grand écran de projection derrière la table d'honneur, qui affichait un diaporama de nos photos de fiançailles, a clignoté en noir. Marc s'est tourné pour faire face à la salle. Il n'a pas utilisé de microphone. Il n'en avait pas besoin. Monique dit que Léa est une menteuse, a dit Marc, sa voix tranchant le silence comme un scalpel. Il a regardé Monique, qui tenait toujours le microphone, l'air confuse. Elle dit que Léa a un historique d'instabilité financière. Elle dit qu'elle essaie de me protéger. Il a tapoté l'écran de son téléphone. Un document est apparu sur l'immense écran derrière lui. Il faisait 3 mètres de haut. Je pense donc qu'il est juste que nous regardions les preuves, a dit Marc. L'image à l'écran était la comparaison côte à côte du document du salon funéraire. À gauche se trouvait le faux que ma mère avait déposé, celui où elle prétendait que j'avais renoncé à mes droits sur l'assurance de ma grand-mère. À droite se trouvait le document original notarié que Marc avait récupéré de Monsieur Dubois montrant le paiement de 15 000 € qui était censé aller à moi. Les dates étaient surlignées en jaune vif.
Les signatures étaient agrandies. Qu'est-ce que c'est? A chuchoté Monique dans le microphone, sa voix amplifiée et tremblante. Ceci, a dit Marc, pointant l'écran. Est le paiement d'assurance de la grand-mère de Léa? Celui dont vous avez dit à Léa qu'il n'existait pas? Celui pour lequel vous avez falsifié sa signature pour voler? Un halètement a parcouru la salle. C'était une inspiration collective de 200 personnes réalisant simultanément qu'elles étaient témoins d'une scène de crime. Marc a balayé son doigt sur le téléphone. L'image a changé. Maintenant, un tableur est apparu. Il montrait une liste de comptes de cartes de crédit et le système de sécurité résidentielle enregistré à mon nom avec l'adresse de service indiquée comme étant la maison de Monique. Et ceci, a continué Marc, sa voix dénuée de pitié. Sont les comptes que vous avez ouverts au nom de Léa? Ceux que vous avez utilisés pour ruiner son score de crédit afin qu'elle reste dépendante de vous, ceux que vous venez de lui reprocher de cacher? Le visage de Monique est devenu de la couleur de la cendre. Elle a reculé, heurtant le pied du microphone. Le feedback a couiné, un hurlement aigu qui correspondait à la panique dans ses yeux. C'est faux, a-t-elle crié, pointant un doigt tremblant vers l'écran. Il invente. C'est du Photoshop. On peut tout faire avec les ordinateurs maintenant. Il essaie de me piéger. Elle s'est tournée vers sa sœur, ma tante Linda, la suppliant les yeux sauvages. Linda, tu me connais. Tu sais que je ne volerai jamais ma propre fille. Elle s'est tournée vers moi. Dis-leur. Dis-leur qu'il ment. Marc n'a pas bronché. Il s'est contenté de regarder la foule. Nous avons les métadonnées de chaque fichier, a-t-il dit calmement. Nous avons les adresses IP. Nous avons les journaux bancaires originaux. Ce n'est pas de l'IA, Monique. C'est de l'arithmétique. Et c'est là que le barrage a cédé. Ce n'étaient pas les documents qui l'avaient brisé. C'était l'audace de son déni. Une chaise a raclé bruyamment contre le parquet. Cela venait de la table 4. La table réservée à la famille proche. Tante Linda s'est levée. Elle tremblait. Elle a regardé l'écran, puis moi, et enfin Monique. Son visage n'était pas en colère. Il était brisé. Monique, a dit Linda, sa voix tremblante. Il y a 3 ans, tu m'as dit que Léa était expulsée. Monique s'est figée. Elle a cessé de crier. Elle a regardé sa sœur avec les yeux d'un animal pris au piège. Tu m'as appelé au milieu de la nuit, a continué Linda, sa voix s'élevant. Tu m'as dit que Léa avait perdu son emploi et qu'elle allait se retrouver à la rue. Tu m'as dit qu'elle était trop fière pour demander de l'aide. Tu m'as demandé 2000 € pour payer son propriétaire. J'ai fixé ma tante, stupéfaite. Je n'avais jamais été expulsé. Je n'avais jamais perdu mon emploi. Je n'avais jamais manqué un loyer. Je t'ai donné l'argent, a dit Linda, les larmes commençant à couler sur son visage. Je l'ai pris de mon compte de retraite. Tu as dit que tu le lui avais donné. Je n'ai jamais vu un centime. Tante Linda, ai-je murmuré, bien que dans le silence, tout le monde m'ait entendu. Linda s'est porté la main à la bouche, un sanglot s'échappant de sa gorge. Elle a regardé Monique avec un mélange d'horreur et de réalisation. Tu l'as gardé, a-t-elle étouffé. Tu as pris mon argent et tu l'as mis sur le dos de Léa. Tu m'as fait penser que ma nièce était un échec pour t'acheter quoi? Un nouveau sac? Un voyage? Monique a ouvert la bouche pour se défendre, mais elle a été coupée. Une autre chaise a raclé. Cette fois, c'était mon cousin Michel. Il se tenait à la table 6, son visage rouge de fureur. La voiture, a dit Michel. Il regardait Monique avec un dégoût pur. Quand je t'ai vendu ma vieille berline pour Léa, tu as dit qu'elle avait besoin d'une voiture pour le travail mais qu'elle ne pouvait pas se permettre le prix du marché. Je te l'ai vendue pour 500 €. Pratiquement un cadeau. Il m'a regardé. Je n'ai jamais eu de voiture, ai-je dit doucement. Je sais, a dit Michel, ses poings se serrant sur la nappe. Parce que je t'ai vu prendre le bus pendant 3 ans. Je pensais que tu l'avais vendu. Je pensais que tu avais pris mon cadeau et que tu l'avais transformé en espèces parce que tu étais irresponsable. C'est ce que Monique m'a dit. Elle a dit, tu vois, tu ne peux pas l'aider. Elle encaisse juste. Il s'est tourné vers Monique, pointant un doigt tremblant de rage. Tu l'as vendu, n'est-ce pas?
Tu as pris la voiture pour 500 € et tu l'as revendue, et tu m'as laissé mépriser ma cousine pendant 5 ans. La salle se défaisait. L'illusion de la Mère Sainte se dissolvait, révélant le réseau complexe de mensonges qu'elle avait tissé pour se nourrir et diviser les autres. C'était un effet domino de traumatisme. Une femme du groupe de l'église s'est levée. Elle pleurait. Le fonds de réhabilitation, a-t-elle murmuré. Monique, tu as collecté des dons. Tu as dit que Léa avait des problèmes de toxicomanie. Ma mâchoire est tombée. Je n'avais jamais touché à une drogue de ma vie. Je buvais à peine du vin. Nous t'avons donné 1200 €, a dit la femme, serrant son sac à main contre sa poitrine. Nous avons prié pour elle. Nous avons prié pour son âme. Et tu déjeunais simplement avec notre argent. Le bruit des pleurs a commencé à remplir la salle. Ce n'étaient pas les larmes heureuses d'un mariage. C'était le son d'un cœur brisé collectif. Ces gens n'avaient pas seulement été trompés de leur argent. Ils avaient été manipulés pour me plaindre, me juger et s'inquiéter pour moi. Tout en finançant le style de vie de Monique. Marc se tenait près du projecteur. Silencieux maintenant, il n'avait plus besoin de dire un mot. Les données avaient fait leur travail. La vérité était contagieuse. Monique a regardé autour de la salle, sa tête se balançant d'un côté à l'autre. Elle a vu les visages de ses amis, de sa famille, de ses voisins. Elle a vu le dégoût. Elle a vu la pitié. Et pour la première fois de sa vie, elle a vu que son récit n'avait aucun pouvoir. Elle m'a regardé. Léa, a-t-elle plaidé? Sa voix était un murmure brisé. Dis-leur. Dis-leur que je t'aime. Dis-leur que je l'ai fait pour nous. J'ai regardé la femme qui m'avait donné la vie. J'ai regardé la femme qui avait volé l'héritage de ma grand-mère, qui avait ruiné mon crédit, qui avait retourné ma famille contre moi, qui s'était tenue sur cette scène il y a 5 minutes pour essayer de détruire mon mariage. Et je n'ai rien ressenti. Je n'ai pas ressenti de haine. Je n'ai pas ressenti de colère. J'ai ressenti la distance creuse et profonde de regarder une étrangère. Je ne peux pas t'aider, a dit ma mère. La première personne à partir fut tante Linda. Elle ne supportait pas de regarder Monique. Elle a attrapé son sac, le visage enfoui dans un mouchoir, et est sortie par les doubles portes, sanglotant. Puis Michel a suivi, donnant un coup de pied dans une chaise sur son passage en s'enfuyant, incapable de contenir sa rage. Puis la femme du groupe de l'église. Puis un voisin qui a réalisé pourquoi ses bijoux avaient disparu il y a des années quand Monique avait une clé. Puis l'ancien partenaire commercial du père de mon père qui m'a regardé avec une expression de profonde excuse avant de tourner le dos à Monique. Une par une, 6 personnes se sont levées et ont quitté la réception. Elles n'étaient pas parties parce qu'elles s'ennuyaient. Elles sont parties parce que l'air de la salle était devenu irrespirable avec l'odeur de la trahison. Elles sont parties parce qu'elles ont réalisé que chaque gentillesse qu'elles avaient témoignée à Monique avait été utilisée comme arme contre sa propre fille. Monique se tenait seule sur la scène. Le microphone pendait inutilement dans sa main. L'écran du projecteur brillait toujours derrière elle, illuminant les reçus de sa tromperie. J'ai senti une main sur ma taille. Marc. Il était de retour à mes côtés. Il n'a pas souri. Il n'a pas triomphé. Il se tenait juste là. Un mur solide entre moi et l'épave. Nous avons fini ici, m'a-t-il dit doucement. J'ai regardé ma mère une dernière fois. Elle avait l'air petite. Elle avait l'air ratatinée dans sa robe en soie chère. Elle n'était plus le monstre sous le lit. C'était juste une femme triste et avide qui avait trop joué son jeu. J'ai tourné le dos. Je me suis tourné vers mon mari, et pour la première fois en 32 ans, je n'ai pas regardé en arrière pour voir si elle regardait. 3 jours après le mariage, l'air dans la salle de conférence du cabinet d'avocats Dubois et Associés était assez froid pour conserver de la viande. La table en acajou était longue et polie, reflétant les lumières fluorescentes au-dessus. D'un côté se trouvaient Monique et un avocat, qui avait l'air de regretter d'avoir accepté l'affaire dès qu'il a vu le dossier. De l'autre côté se trouvait Marc et moi, notre avocate, une femme vive nommée Maître Vance, a exposé la situation avec une efficacité brutale. Nous avons admis la falsification d'un document légal concernant le paiement de l'assurance, a déclaré Maître Vance, faisant glisser un papier sur la table. Nous avons admis l'ouverture non autorisée de comptes de crédit. Nous avons admis l'usurpation d'identité de la cliente auprès des sociétés de services publics.
Ce n'est pas un litige civil, Madame Dubois, c'est une liste de contrôle pour une mise en accusation pour crime grave. Monique n'a pas regardé Léa. Elle fixait ses mains, jointes serrées sur ses genoux. Elle semblait plus petite qu'elle ne l'était au mariage. La grandeur avait disparu, remplacée par un silence maussade et plein de ressentiment. Elle n'était pas désolée de l'avoir fait. Elle était désolée d'avoir été prise. Dans le cadre de la découverte préliminaire, Monique avait été forcée de remettre une boîte de documents qu'elle gardait dans son coffre-fort à la maison, des papiers qu'elle prétendait être pertinents pour ma tutelle financière. Maître Vance a commencé à les parcourir, cataloguant les reçus et les relevés bancaires. Puis elle s'est arrêtée. Elle a sorti une épaisse enveloppe jaunie. Elle avait été ouverte, le sceau brisé il y a des années. Sur le devant, dans une écriture qui a fait s'arrêter mon cœur, se trouvaient les mots « pour Léa, pour son avenir ». C'était l'écriture de ma grand-mère. Maître Vance me l'a tendue. Mes mains tremblaient en sortant la lettre à l'intérieur. Elle était datée de 2 semaines avant le décès de ma grand-mère. Ma très chère Léa, je te laisse ce chèque de 5 000 € directement. Je sais que ta mère s'inquiète pour l'argent, mais je sais aussi que tu es celle qui a la tête bien posée. Tu as économisé chaque centime de ton travail d'été. Tu es celle qui est responsable. Même si Monique ne le dit pas, utilise ceci pour commencer ta vie. Ne laisse personne te dire que tu ne peux pas y arriver. J'ai lu les mots 3 fois. Tu es celle qui est responsable pour toute ma vie d'adulte. Monique m'avait dit que j'étais imprudente. Elle m'avait dit que j'étais incapable. Elle avait construit une cage avec ces mots et m'avait enfermé à l'intérieur. Et tout ce temps, elle avait caché la clé, cette lettre dans son coffre-fort. Elle avait volé l'argent. Oui, mais le vol de l'argent n'était rien comparé au vol de ma confiance. Elle avait intercepté un message de la tombe juste pour me faire croire que j'étais cassé. J'ai regardé Monique. Elle a vu la lettre dans ma main. Elle n'a pas tressailli. J'allais te la donner quand tu serais prête, a-t-elle marmonné. Tu étais trop jeune. Tu l'aurais dépensé en vêtements. Marc a émis un son dans sa gorge, un grondement de dégoût sourd. Nous avons fini de négocier, a dit Marc. Nous voulons le remboursement intégral de l'argent de l'assurance, que la dette de carte de crédit non autorisée soit effacée, et que l'argent de ce chèque soit ajusté pour l'inflation. L'avocat de Monique s'est penché pour lui chuchoter quelque chose. Monique a secoué la tête agressivement. Puis elle a fait quelque chose qui a rompu le dernier fil d'attachement que j'avais avec elle. Elle ne m'a pas regardé. Elle a regardé Marc. Elle s'est penchée par-dessus la table, ses yeux se plissant en un regard de négociation. « Écoutez, Marc, a-t-elle dit, sa voix tombant à un murmure complice. Soyons raisonnables. Les avocats coûtent cher. Si vous abandonnez les poursuites pour fraude et l'ordonnance restrictive, je rembourserai la moitié, 50-50e. Nous gardons cela dans la famille. Léa n'a pas besoin de tout en ce moment. » J'ai ressenti une étrange sensation dans ma poitrine. C'était la sensation d'un poids lourd qui disparaissait enfin. Elle essayait de conclure un accord avec mon mari pour me voler une dernière fois. Elle ne voyait pas une fille assise en face d'elle. Elle voyait une marque. Elle voyait un passif à gérer. Il n'y avait pas d'amour là-dedans. Il n'y avait que possession. J'ai tendu la main et j'ai posé ma main sur le bras de Marc pour le faire taire. Non, ai-je dit. Ma voix n'était pas forte, mais elle a rempli la pièce. Monique m'a regardé, surprise que j'ai parlé. Pas d'accord, ai-je dit. Vous rembourserez chaque centime. Vous signerez l'aveu de culpabilité afin que les bureaux de crédit puissent effacer mon nom. Et vous signerez une ordonnance de non-contact permanente si jamais vous vous approchez de ma maison, de mon travail ou de mon mari à nouveau. Nous déposerons les accusations criminelles immédiatement. Mais Léa, Monique a commencé à gémir, pivotant vers le rôle de victime. Je suis ta mère. Tu ne peux pas me couper de ta vie. Qui va t'aider? J'ai levé la lettre de ma grand-mère. Je n'ai pas besoin de ton aide, ai-je dit. Je n'en ai jamais eu besoin. La médiation a pris 1 heure de plus, mais le combat était terminé. Monique a signé les papiers. Elle a écrit le chèque avec son épargne retraite, ses mains tremblant de rage. Elle a signé l'ordonnance lui interdisant de nous contacter. Quand elle a quitté le bureau, elle n'a pas regardé en arrière. Elle est sortie seule.
Une femme qui avait échangé sa famille contre le contrôle et qui n'avait fini par n'avoir ni l'un ni l'autre. Dans les semaines qui ont suivi, le silence de ma mère a été remplacé par un autre type de bruit. Mon téléphone a commencé à biper avec des messages des personnes qui avaient quitté la réception. Tante Linda m'a envoyé un long email. Elle s'est excusée d'avoir cru au mensonge sur l'expulsion. Elle m'a dit qu'elle avait coupé les ponts avec Monique et qu'elle voulait m'emmener déjeuner pour apprendre à connaître la nièce qu'elle avait manquée. Le cousin Michel a envoyé un texto, « Je suis désolé d'avoir été un idiot à propos de la voiture. J'aurais dû te demander directement. Tu es beaucoup plus coriace que je ne le pensais. » La femme du groupe de l'église a envoyé une carte avec un chèque à l'intérieur, retournant le don qu'elle avait fait à Monique, disant qu'elle voulait qu'il aille à la personne à qui il était réellement destiné. Un par un, les 6 personnes qui avaient quitté la salle en pleurant ont tendu la main pour réparer le pont que ma mère avait brûlé. Je n'ai pas ressenti de triomphe en lisant leur message. Je n'ai pas ressenti de vague de victoire. J'ai juste ressenti de la légèreté. C'était le soulagement de pouvoir enfin me tenir au soleil sans qu'une ombre ne plane au-dessus de moi. Lors de notre premier mois de mariage, Marc et moi avons finalement fini de défaire les cartons dans notre nouvelle maison. Les murs étaient frais et propres. Il nous restait une dernière boîte à vider. Marc en a sorti une photographie encadrée. Elle datait du mariage. Ce n'était pas le portrait posé de nous près de l'autel. C'était une photo prise sur le vif par le photographe pendant le discours. C'était le moment où l'écran s'était allumé avec la vérité. J'étais debout là, l'air terrifié, mais Marc me tenait la main. Son visage était fixé dans cette ligne protectrice calme, et sa poigne était visible même sur la photo. J'ai pris la photo de lui. Accrochons celle-ci, ai-je dit. Marc l'a regardée et a souri. Pas celle du baiser. Non, ai-je dit, enfonçant un clou dans le mur du couloir. Celle-ci est la vraie. C'est ça l'amour. J'ai accroché le cadre et j'ai pris du recul. Il est facile d'aimer quelqu'un quand tout est parfait, ai-je dit, reposant ma tête sur son épaule. Mais tu m'as aimé quand j'étais un désordre. Tu t'es tenu à mes côtés quand la vérité a explosé. Marc a passé son bras autour de ma taille et a embrassé ma tempe. Tu n'as jamais été un désordre, Léa, a-t-il dit. Tu étais juste en construction, et maintenant le bâtiment est terminé. J'ai regardé la photo une dernière fois. La femme sur la photo avait l'air effrayée. Oui, mais elle avait aussi l'air libre. Et pour la première fois en 32 ans, je savais exactement qui elle était.